poursuivons notre cheminement et rencontrons une notion qui, chez vous, est une notion très importante, qui est la notion de vicariance. En français, la vicariance, c'est l'idée de remplacer. Alors, peut-être peut-on définir la vicariance telle que vous l'entendez, telle que vous l'avez appliquée à votre domaine de recherche. Oui, alors j'ai fait ce livre, La Vicariance, après le livre sur la simplexité dont nous reparlerons peut-être, mais j'ai voulu, dans ce livre, reprendre un concept qui n'est pas nouveau. Le vicariant, c'est le vicaire, c'est-à-dire celui qui peut remplacer le curé. D'ailleurs, il n'a pas totalement les mêmes droits sur le plan des activités liées au sacré. La vicariance, c'était un concept déjà utilisé par les psychologues. En particulier, en France, il y avait une très grande école de psychologie différentielle, c'est-à-dire de l'étude dans notre cerveau et dans nos comportements, dans nos relations, des différences des différences individuelles, du fait que chacun d'entre nous est différent des autres et que nous avons chacun des façons très différentes de résoudre le même problème ou de se comporter. Donc cette diversité des cerveaux, qui était pris en compte par la psychologie différentielle, en particulier en France, a été complètement gommée, oubliée en grande partie, y compris dans la science que j'ai faite, enfin pas moi personnellement, mais dans notre communauté, par le fait que nous avons beaucoup étudié finalement ce qui est commun, les comportements moyens. Et il faut maintenant retrouver, avec les moyens modernes des neurosciences et en coopération avec les champs, non pas d'application, mais d'implication, disons, que ce soit le sport ou que ce soit les autres activités, cette extraordinaire richesse de nos différences. Alors, à quoi correspond cette richesse? Cette richesse correspond à la capacité qu'a notre cerveau de résoudre un problème soit par des moyens automatiques. L'enfant, par exemple, si on lui montre 5 objets alignés et qu'on lui montre 5 objets suivant une ligne plus longue, on lui demande quel est là où il y a le plus, il va dire c'est le plus long. Et puis, à partir d'un certain âge, à partir de 3, 4, 5 ans, il va pouvoir dire non, 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 c'est là où il y en a vraiment le plus, c'est-à-dire ce qu'on appelle le changement de la stratégie longueur égale nombre, qui est remplacée par la stratégie du nombre. Autrement dit, pour résoudre le même problème, nous avons des stratégies cognitives différentes. C'est vrai pour la plupart de nos activités. Mais nous avons aussi une autre capacité qui est de remplacer, lorsque notre cerveau est lésé, ou lorsque nous avons une fatigue dans un système, ou lorsque, par hasard, nous pensons qu'une façon de résoudre un problème sportif ou de faire un geste n'est pas la bonne, notre cerveau a la capacité de construire avec d'autres réseaux au sein de son fonctionnement la même fonction avec d'autres mécanismes. C'est donc ce qu'on appelle la vicariance fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité de substituer en quelque sorte un mécanisme à un autre pour faire la même chose. C'est une des sources merveilleuses de notre diversité. Alors, c'est un concept qui est très riche si on l'applique au jeu et à l'activité sportive. Là, vous y avez fait Ouais. référence. Mais ça permet aussi peut-être d'expliquer autrement l'innovation dont on a parlé tout à l'heure, la création de nouveaux gestes. Cette vicariance, c'est finalement un concept qui est très fécond dans des domaines très différents. Voilà, exactement. C'est-à-dire que je pense que cette capacité que nous avons, contrairement à certains animaux, notamment les animaux les plus primitifs, disons, de choisir finalement par quels processus mentaux ou physiques nous effectuons le même geste. Et en sport, je pense que ça doit être classique. Entre les différents sportifs, il doit y avoir une très grande diversité pour accomplir le même acte sportif. Cette richesse-là est aussi à la source de la créativité, de l'invention. Et nous parlions il y a un moment de l'art. C'est aussi certainement ce qui est à l'origine de la capacité pour les artistes, finalement, d'aller combiner de façon différente les éléments du monde et les relations entre les gens ou entre les choses et nous.
il y aurait dans le jeu cette inventivité dont la vicariance permet de rendre compte. Et dans le sport, ce jeu peut bien évidemment subsister, mais il peut parfois être dominé, entre guillemets, par la norme, par la loi du sport. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ici une crainte, hein, c'est de voir le jeu disparaître au profit de la norme. Et donc, par conséquent, c'est l'inventivité, la créativité qui en pâtirait. Nous sommes en train de parler de la démocratie, je crois. Presque. C'est-à-dire que c'est un problème universel, celui qui exige qu'il y ait des règles et la constitution de nos gènes, la constitution génétique, le fait que nous avons des traits qui sont communs, que nous fonctionnons en fonction de certaines normes biologiques, des normes biologiques qui assurent l'homéostasie, la survie d'un côté, et de l'autre côté que nous sommes en face d'un monde d'une complexité incroyable, avec des surprises, d'un monde incertain, qui oblige les créatures vivantes, et en particulier nous, mais aussi les sportifs sur le terrain, dans le jeu, à innover en permanence et à trouver des solutions nouvelles. Sans ça, nous n'aurions jamais survécu au cours de l'évolution, et je pense qu'une équipe de football ou un joueur de tennis ou un escrimeur qui ne serait pas capable d'inventer à tout moment des solutions nouvelles, et nous l'avons dit il y a quelques instants, de surprendre, ne pourrait pas survivre dans le mouvement, dans le monde du sport facilement. Et cette notion de vicariance, elle permet aussi de retrouver une réflexion que vous avez faite tout à l'heure, c'est à savoir que des gens handicapés, des malvoyants par exemple, sont capables de jouer au football ou au basket, hein, Oui, et donc tout à fait. d'une manière très, très efficace. Là aussi, on a affaire à un processus de vicariance. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est vrai aussi pour par exemple, les aveugles. Vous savez qu'on a inventé des systèmes pour permettre aux aveugles de voir avec la stimulation tactile, parce que les informations de notre peau peuvent accéder au cortex visuel, et on dispose de méthodes maintenant. Toutes les tentatives qui ont été faites pour substituer un sens à un autre, toutes les méthodes de rééducation aujourd'hui neurologique, toutes les méthodes d'apprentissage relèvent de ce principe de la vicariance. C'est aussi, d'ailleurs, dans le monde du travail, un domaine, un concept extrêmement important qui a été qui s'oppose, comme vous l'avez dit il y a un instant, à la question des normes. Vous savez que dans le domaine du travail, on oppose le travail prescrit et le travail réalisé, c'est-à-dire que dans le monde du travail, on a tendance, aujourd'hui en particulier, à normer à l'extrême les processus industriels sans tenir compte du fait que chacun des agents qui fait le travail, éventuellement, va pouvoir faire ce travail avec des méthodes, des concepts très différents. Il faut donc rétablir en quelque sorte cet équilibre entre l'initiative individuelle que nous permet notre cerveau et la norme. Et il faudrait aussi relier la vicariance et la géométrie. Lorsque, par exemple, le footballeur qui tire un penalty, le référentiel du pied, je crois qu'on a pu parler du pied comme une véritable rétine tactile. Oui, moi j'ai employé ce terme. Je ne l'ai pas envoyé pour le buteur qui va marquer un penalty, enfin en tout cas on le lui souhaite, mais pour les questions de maintien de l'équilibre, parce que lorsque nous perdons le système vestibulaire, par exemple, qui est important pour nous maintenir l'équilibre, eh bien, nous pouvons substituer à ça, et à la vision d'ailleurs, la capacité que nous donne la plante des pieds, qui est dotée d'un très grand nombre de récepteurs tactiles, d'évaluer en quelque sorte notre équilibre et de l'évaluer en rapport avec ce qui nous sert de fil à plomb, qui est la gravité. Donc effectivement, il y a là un exemple de vicariance sensorielle, comme celui que je donnais tout à l'heure avec les aveugles. C'est un concept, je crois, qu'il faut aujourd'hui remettre en quelque sorte à la mode du jour pour pouvoir tenir compte de la diversité. Et puis, il y a cette référence à la géométrie, de la même manière qu'il n'y a pas le temps, l'attention, l'intuition, la conscience, il n'y a pas l'espace.
Donc peut-être la vicariance nous permet de comprendre la diversité des références spatiales, par exemple. En ce qui concerne l'espace, prenons l'exemple du chemin que nous devons faire pour aller de notre bureau à chez nous. Bien. Ou celui que j'ai dû parcourir de l'entrée de l'INSEP à ce studio. Il se trouve que l'évolution nous a dotés de plusieurs façons de faire ça. La première, c'est pour se rappeler ce chemin, pour moi éventuellement pour sortir de l'INSEP, je peux me rappeler les mouvements que j'ai faits. Je suis allé tout droit, j'ai franchi le poste de garde, j'ai rencontré Monsieur Pichery, nous avons marché, j'ai tourné à droite, etc. C'est la séquence égocentrée, c'est-à-dire en prenant comme référence à la première personne mon corps, de toute la séquence des événements, des mouvements que j'ai faits. Mais j'aurais pu aussi avoir une carte de l'INSEP, où nous pourrions avoir une carte de la ville dans laquelle nous nous déplaçons. Et à ce moment-là, sans avoir besoin d'évoquer notre corps, notre cheminement, utiliser ce que nous appelons une stratégie allocentrée, c'est-à-dire indépendante de notre corps, cartographique, pour mémoriser. Et l'avantage, c'est que ça nous permet éventuellement de repartir par un autre chemin, c'est-à-dire de commencer à faire de la géométrie. Donc, l'existence de ces deux stratégies est un exemple aussi de vicariance, parce qu'au fond, nous avons le choix entre deux façons. Et ce que les neurosciences modernes ont montré, nous avons fait beaucoup d'expériences dans notre laboratoire à ce sujet, avec des patients, mais aussi avec de l'imagerie cérébrale, et maintenant on travaille avec les jeunes, nous avons fait des expériences pour essayer d'identifier les structures. Et on sait que ce ne sont pas les mêmes réseaux qui concernent soit cette stratégie égocentrée, se rappeler ces mouvements dans leur séquence, soit l'utilisation du GPS, par exemple, de façon cartographique. Vous savez que le GPS, vous pouvez l'utiliser en cartographique ou en égocentré. Et nous savons aussi maintenant, depuis peu de temps, que le cerveau gauche, celui du langage, le langage c'est séquentiel, est particulièrement impliqué dans les stratégies séquentielles pour se rappeler son chemin. Le cerveau droit, lui, est plus impliqué dans les processus de type cartographique. Donc on a là un exemple de vicariance, c'est-à-dire deux façons de faire la même chose, mais en même temps qui montre à quel point les deux façons de faire sont complémentaires. Et d'ailleurs, nous avons montré aussi récemment que dans les GPS, par exemple, mais aussi dans les villes virtuelles, on montre, vous l'avez peut-être remarqué maintenant, le trajet d'une façon oblique. Et ça, c'est parce que les industriels ont eu l'astuce de le découvrir, sans savoir comment marchait le cerveau. C'est sans doute dû au fait que quand on voit le trajet en oblique, le cerveau peut encoder le trajet dans les deux systèmes, de façon séquentielle et de façon cartographique. Et lorsque nous avons besoin de nous rappeler notre trajet en fonction de notre sexe, parce que les femmes préfèrent souvent la stratégie égocentrée, pas toujours, les hommes préfèrent souvent la stratégie allocentrée, quand nous, en fonction de la tâche, du sexe, de notre âge aussi, puisque les vieux ont plus de mal à faire cela, et les patients, par exemple Alzheimer, nous pouvons jouer sur ces deux façons d'encoder. Voilà un exemple d'une vicariance, c'est-à-dire deux stratégies qui correspondent à des structures cérébrales bien définies et qui sont en potentiel une très grande richesse de capacité de jouer avec le monde. Vous dites, nous attribuons au monde des propriétés qui dépendent de nos actes. Au fond, c'est ce que nous venons de dire. Oui, ça, c'est la prolongation de ce que j'avais mis dans mon premier livre. Le cerveau projette sur le monde ses hypothèses, c'est-à-dire que nous projetons des actions dans le monde, nous projetons des sentiments, nous projetons, et en fonction de nos intentions, nos actions, nous allons interpréter finalement dans le monde les éléments qui nous concernent. Et vous savez, il y a une découverte récente des neurosciences qui est quand même très curieuse. Je vais dire des chiffres qui sont des caricatures, n'est-ce pas ? Nous avons une porte d'entrée unique dans le cerveau.
qui s'appelle le thalamus. C'est-à-dire même un sportif qui est là au milieu du terrain de rugby, de football, de basket, etc., dans un monde complexe où il se passe beaucoup de choses, ses sens lui disent plein de choses, eh bien, tout ça entre dans le cerveau par le thalamus, porte d'entrée. Eh bien, et ensuite, l'information est envoyée au cortex et à toutes les structures du cerveau. Eh bien, nous pensons, ou en tout cas la communauté des neurosciences pense que cette porte d'entrée n'envoie au cortex que très très peu d'informations. L'essentiel de ce qu'il envoie au cerveau vient du cerveau lui-même. C'est-à-dire que ce que nous faisons, même en ce moment, où vous avez peut-être, sûrement, l'impression que vous m'écoutez, c'est de temps en temps d'aller chercher dans le monde des informations. Et en réalité, notre cerveau, et nous revenons un peu à ce que nous avons dit tout à l'heure, simule le monde, crée des scénarios et va plus loin, et je voudrais employer le mot d'émulation. Le cerveau est un véritable émulateur de réalité, un très très grand, d'où les hallucinations par exemple. Effectivement, nous créons des mondes, et de temps en temps, nous allons, comme le skieur qui descend aux Jeux Olympiques, vérifier finalement, choisir quelques éléments qui nous intéressent à un moment donné. Et nous retrouvons, on l'a évoqué tout à l'heure, cette notion de double, de dédoublement. Donc quand on parle de vicariance, on parle aussi d'avatar. Vous dites par exemple que le schéma corporel est un personnage simulé, comme s'il Oui. y avait... comment comprendre ici, reprenons cette notion de dédoublement à propos du schéma corporel, par exemple. Oui, si vous voulez, eh bien, je vais la reprendre à partir de ce sur quoi je travaille beaucoup en ce moment et qui me paraît être un des sujets modernes importants qui peut éventuellement intéresser le monde du sport, car je ne sais pas si aujourd'hui des avatars sont utilisés pour l'entraînement. Oui, donc nous avons dans notre cerveau un double de nous-mêmes qui est un véritable schéma du corps en acte et de ses relations avec les espaces. Et aujourd'hui, dans les technologies modernes, dans les mondes virtuels, dans les jeux virtuels, mais aussi dans certaines activités industrielles maintenant, l'homme crée des doubles de lui-même qui sont des avatars, c'est-à-dire des créatures qui sont après tout rien d'autre que des algorithmes d'informatique, qui sont des images, c'est des pixels. Mais il se trouve que dans ces jeux vidéo, nous avons maintenant des témoignages extraordinaires qui nous disent que les gens se projettent vraiment dans ces personnages. Je travaille actuellement avec une artiste qui s'appelle Claire Sistac, qui s'est immergée dans un jeu virtuel. Elle a fait un avatar qui a tout perdu, elle a fait une quasi-dépression. Elle a ensuite fait un deuxième avatar qui a tout gagné, elle est sortie de la dépression, et aujourd'hui même, ou peu après ce jeu, quand elle voyait l'image de cet avatar, elle en ressentait une certaine tristesse. Ça veut dire qu'elle s'était complètement projetée. C'est-à-dire que le double n'est plus seulement là, il est aussi aujourd'hui dans les mondes virtuels. Alors, ceci est utilisé aujourd'hui. Par exemple, en psychiatrie ou dans certaines méthodes de rééducation, on emploie ces avatars pour permettre à des patients, par exemple, de retrouver leur conscience de soi. Donc c'est extrêmement intéressant qu'il puisse y avoir une correspondance entre le double que nous avons dans notre tête et ces doubles. Dans l'industrie, on voit maintenant apparaître des ateliers aussi dans lesquels on apprend, par exemple dans l'EDF, nos amis de l'EDF ont déjà essayé depuis longtemps d'utiliser des avatars dans des centrales nucléaires virtuelles, par exemple, puisqu'on ne peut pas faire balader les gens dans les centrales facilement, pour qu'ils puissent apprendre. Et peut-être que cette utilisation des avatars pourrait être plus générale qu'on ne le croit, et même peut-être un jour intéresser, peut-être c'est déjà le cas, le monde du sport pour que les sportifs, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient dans des sports de haut niveau, puissent apprendre des gestes par l'intermédiaire de ce double sorti de leur corps, en quelque sorte, dans le monde virtuel. Cette chose-là a aujourd'hui en même temps un versant négatif, comme toujours, c'est-à-dire que beaucoup de gens, et surtout des jeunes aujourd'hui, passent beaucoup de temps
avec leurs avatars dans des mondes virtuels. Il y a donc un risque de quitter le monde réel et d'entrer dans ces personnages virtuels. Et là, il y a un problème sur lequel il faut qu'on soit très vigilant. On comprend que les avatars puissent favoriser l'apprentissage, par exemple dans l'activité sportive, mais est-ce que ça ne risque pas aussi de nous dispenser de la motricité elle-même? Est-ce que par l'imagination, on ne finira pas par éprouver les mêmes sensations que le sprinter ou que le surfeur sur la vague hawaïenne? Eh bien justement, il se trouve qu'au Collège de France, en ce moment, puisqu'on peut aussi parler pas seulement du sens du mouvement 1996, mais de ce qui se passe en ce moment, nous avons une expérience avec des collègues du monde des images, du monde de la communication et des laboratoires de Laval, les laboratoires qui font de l'informatique. Nous avons une expérience sur un avatar volant. C'est-à-dire qu'une caméra prend une image de moi dans mon dos et dans un casque de réalité virtuelle, je vois un double de moi en train de voler, comme on le fait dans le rêve, dans un paysage virtuel. L'originalité de ce dispositif est que c'est mon corps qui règle et contrôle le mouvement de l'avatar. Et ça n'est pas seulement dans les jeux vidéo où ça est implémenté actuellement, mais c'est aussi dans certaines applications psychiatriques que maintenant, grâce au développement des technologies, on peut avoir son propre corps dans le monde virtuel qui est, comme vous le mentionnez, contrôlé par son vrai corps. Et en même temps, évidemment, ça introduit éventuellement des conflits, mais cette frontière entre l'image et l'action est en train de tomber et on voit là naître tout un champ qui pourrait aussi être intéressant à explorer et à exploiter peut-être dans cette communauté et ce monde si passionnant qui est celui du sport. On pourrait tout de suite envisager cette question de la disparition de l'être sensible à travers les exemples d'hybridation du corps et de la machine, le développement des exosquelettes, etc., etc. Ce qui pose une question d'ailleurs même dans le cadre du sport. Hein. Peut-être verra-t-on se systématiser l'intervention d'êtres hybrides de ce genre, qui ne sont plus à proprement parler des êtres sensibles. Nous n'allons pas parler ensemble du transhumanisme, puisque c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui le fait qu'on peut substituer beaucoup d'équipements, pas seulement électroniques, mais mécaniques, à l'homme. Et je travaille beaucoup avec les roboticiens depuis maintenant pas mal d'années sur ces questions-là, et notamment autour de robots humanoïdes. Non, le problème, c'est que la disparition de l'homme sensible, elle a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu d'une certaine façon par la domination d'un certain nombre de modèles rationnels, normés, du fonctionnement de la société, du fonctionnement du travail, et par une espèce d'hégémonie et d'exagération des normes abstraites par rapport justement au corps sensible, à l'émotion, à tous les sujets que nous avons abordés. Donc d'une certaine façon, par l'industrialisation, par l'informatisation, etc., la chose a été faite. Le problème aujourd'hui est éventuellement de retrouver l'homme sensible, de retrouver le rôle de l'émotion dans la décision par rapport à un homme rationnel. La question des équipements est un petit peu d'une autre nature. Il y a une partie de cette utilisation des prothèses, disons, orthèses, etc., qui est un progrès extraordinaire. Les travaux que fait José Sahel à l'Institut de la Vision pour donner des rétines artificielles aux patients qui voient mal, les travaux auxquels nous avons participé dans un programme européen pour avoir non pas simplement un implant cochléaire, mais un implant vestibulaire qui permet de retrouver les fonctions d'équilibre et aussi l'orientation dans l'espace. Toutes ces prothèses et les exosquelettes, etc., c'est un projet tout à fait remarquable qui va permettre d'ailleurs
la vicariance. Ça va permettre de faire une certaine substitution de certains systèmes à d'autres. Mais c'est à étudier, je crois, dans un autre contexte, qui est aussi celui des relations entre, je dirais, l'homme naturel et les créatures artificielles. Et là, on a un problème que nous n'avons pas encore abordé, qui est celui des différences culturelles. Vous savez que les Japonais ont un rapport très intime avec les créatures artificielles. C'est pour ça, d'ailleurs, sans doute, qu'ils sont très en avance sur les robots humanoïdes. Vous savez qu'au Japon, il y a la cérémonie des aiguilles. On ne jette pas les aiguilles dans les usines de couturières, on les met sur un autel et chaque année, il y a la cérémonie des aiguilles parce que les aiguilles ont une âme. Chez nous, nous sommes dans une culture du golem, c'est-à-dire cette créature artificielle qui s'est retournée contre l'homme. Et nous avons un peu peur de ces créatures artificielles. Et donc, effectivement, le fait de nous transformer, de nous aider par des outils artificiels crée une grande angoisse qui a ses justifications. Donc, c'est un très beau sujet. Justification parce que les capacités physiques, morales, intellectuelles, psychiques de l'homme sont le fruit d'une évolution très longue, sur des millions d'années. Et là, en quelques années, avec la possibilité des artefacts divers, dont les Oui. robots, ce Oui. sont ces capacités mêmes qui sont Ah oui, sont on n'en en est pas cause. du tout à donner une moralité à des robots. D'ailleurs, il y a eu un travail de l'Académie des technologies il y a 2 ans. Un robot peut-il être conscient? Les conclusions du rapport sont très prudentes, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et il y a un vrai problème des rapports entre l'intelligence naturelle, l'intelligence artificielle et le problème général des valeurs. Il y a aussi cette remarque que faisait, je crois, Lorenz, hein, quand il mettait en relation l'évolution, par exemple, d'un être vivant et la genèse d'un outil, mettant en relation l'évolution de l'outil avec l'évolution d'un être vivant. Est-ce que l'évolution peut inspirer, peut enrichir la création des artefacts? L'évolution. L'évolution du Encore vivant. un mot au singulier. Disons les processus Évolutif. qui conduisent ce chemin complexe, indéterminé, riche de Non surprises, Non finalisé. non finalisé, riche de surprises que nous appelons de ce terme unique l'évolution. Les processus évolutifs, visiblement, inventent les objets techniques. Nous l'inventons, nous inventons un cerveau supplémentaire, nous inventons des outils. Ça fait partie de ces processus, visiblement, de l'évolution. L'araignée, déjà, avait inventé des façons extraordinaires de construire ses toiles. Donc, l'outil n'est pas une invention propre à l'homme. Les fourmis, quand elles construisent leur fourmilière, ou les termites, utilisent des outils. D'ailleurs, une partie des outils sont les outils que l'évolution choisit, sélectionne, pour nous permettre d'appréhender le monde. La diversité des sports est aussi une expression extraordinaire de la vicariance. Sans ça, il y aurait un sport, mais il y a une multitude de sports différents qui révèlent la diversité des moyens que nous avons et des outils aussi. Entre un triathlon et simplement un coureur à pied qui fait le marathon, il y a d'un côté l'utilisation d'outils, de l'autre côté simplement le corps. L'évolution des techniques du sport et la façon dont elles sont imbriquées, si je comprends bien, avec d'une part le corps, mais aussi l'évolution de notre capacité, est un exemple de cette imbrication finalement, de l'évolution et de notre
conception des outils. Alors évidemment, il faudrait pour ça aussi lire Simondon, il faudrait relire Marcel Mauss, et il y a eu déjà beaucoup de réflexions dont on pourrait s'inspirer. Mais de tout cela, d'ailleurs, qui permettent de développer l'idée d'une plasticité du corps humain. Parmi les grandes découvertes des neurosciences, notamment depuis une dizaine d'années, il y a celle non seulement de la plasticité du corps, la gonflette des muscles si on les exerce, mais l'extraordinaire plasticité du cerveau. Nous savons maintenant qu'un violoniste va développer particulièrement les aires du cerveau qui concernent la main. Nous savons aussi que les mathématiciens ont certaines aires du cerveau qui sont plus grandes. Travail purement mental. Nous savons aussi que les chauffeurs de taxi londoniens, c'est un très joli papier qui a été fait par une chercheuse à Londres, les chauffeurs de taxi ont un hippocampe plus gros que les piétons habituels. L'hippocampe, c'est cette partie du cerveau qui contient les neurones qui codent la place, qui assure la mémorisation des trajets, qui est impliqué dans l'espace. Et c'est pas étonnant puisque les chauffeurs de taxi londoniens, comme les Parisiens, ont à chercher leur trajet. Nous savons que le cerveau est capable par conséquent de modifier profondément sa structure. Et pour moi qui ne suis plus jeune, la bonne nouvelle, c'est que je suis encore capable non seulement de fabriquer de nouveaux neurones, ça c'est la très bonne nouvelle, alors qu'on pensait encore il y a 20 ans qu'on en avait un capital et puis que ça disparaissait. Mais nous pouvons encore de fabriquer de nouveau. C'est bon aussi pour les personnes âgées qui font du sport. Mais en même temps, nous pouvons aussi développer dans notre cerveau, y compris d'ailleurs dans le cortex frontal, dans les structures impliquées dans la décision, les fonctions qui normalement chez les vieux ont tendance à diminuer, les fonctions exécutives, nous pouvons développer et prendre en charge avec des structures dans notre cerveau nouvelles, des fonctions qui sont normalement prises en charge par d'autres structures. Donc, le cerveau est une structure biologique dans laquelle la capacité de ce qu'on appelle la plasticité est extraordinaire. Et d'ailleurs, nos collègues sont en train aussi de montrer qu'on peut retrouver éventuellement chez l'adulte la capacité de refaire ce qu'on appelle les périodes critiques. Vous savez que chez l'enfant, il y a des périodes du développement où il acquiert la capacité de voir, la capacité de faire des choses. Et puis, si on ne lui donne pas l'occasion à ce moment-là, ça se renferme. Eh bien, la bonne nouvelle aussi, c'est que chez l'adulte, on peut envisager que se réouvre la possibilité de réapprendre. Vous voyez que tout ça est absolument extraordinaire et que tout le sport, justement, dans les activités sportives, physiques et sportives, puisque c'est comme ça qu'elles s'appellent, sont directement concernées par cette capacité qu'a le cerveau de se réorganiser, de recréer des structures, aussi bien pour les activités physiques, motrices, que pour des activités très, très intellectuelles ou tout à fait d'imagination. Ce qui donne d'ailleurs une base scientifique aux intuitions anthropologiques de Marcel Mauss dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. Deuxième volet de la question, Oui. concernant la réalité virtuelle, les casques de réalité virtuelle. Je dirais simplement, est-ce que la réalité n'est pas en train de s'évanouir ? Est-ce que la virtualité n'est pas, d'une certaine façon, la fin de cette construction, peut-être temporaire, qu'était ce qu'on appelle la réalité ? Alors, est-ce que c'est la même chose de regarder un match au Stade de France, dans son casque, à la télévision, dans son casque de réalité virtuelle ou en étant au stade? La réponse, une réponse déjà évidente, c'est la solitude. C'est le fait que... Mais elle est évidente, mais elle n'est pas triviale. C'est le fait que si on regarde un match dans un casque de réalité virtuelle, on est seul. Alors que si on va au match, on est dans ce que Terzieff, je crois, appelait pour le théâtre la dernière activité collective. C'est-à-dire, on est dans ce qui est le fondement, un des fondements de notre corps-cerveau, de notre cerveau-corps, c'est-à-dire
le fait d'être profondément et essentiellement social, avec d'ailleurs à la fois tous les avantages et les dérives que ça implique, l'expression. Donc, non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, malgré le fait que nous avons ce système miroir qui nous permet, si nous avons déjà participé à un sport, de bien l'imaginer même quand on est dans le cas de réalité virtuelle. Et même malgré les progrès stupéfiants de la technologie de l'image. Donc, cet aspect social n'est pas du tout le même et je pense que il y a toute une partie du réel vécu dans le monde réel avec des vrais gens que l'on perçoit, qu'on peut éventuellement toucher, qui est importante. Je vous donne un exemple. Il y a des patients qui ont une difficulté à répondre au médecin si le médecin leur demande « montrez-moi mes oreilles ». Imaginez que vous êtes en train, ou demandez-moi de vous montrer vos oreilles. Allez-y. Dites-moi, montrez-moi mes oreilles. Montrez-moi mes oreilles. Voilà. Je suis le patient. Le patient fait... Alors vous insistez, vous dites non, non, montrez-moi mes oreilles. Le patient fait... Le patient ne peut pas sortir de son corps et entrer avec votre corps une relation qui lui permet de se mettre une des composantes de l'empathie, de prendre vraiment conscience de votre existence. Ce qui est intéressant, c'est que si maintenant vous avez des lunettes et vous me dites « montrez-moi mes lunettes », le patient va montrer les lunettes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très spécifique à la présence d'autrui vrai. C'est-à-dire si au lieu d'avoir devant moi en ce moment, j'avais un avatar qui me posait la question, comme d'ailleurs on le voit maintenant, hein, par exemple sur le net on peut apprendre des langues vivantes, vous savez, on a des avatars qui parlent avec vous en anglais, en chinois, etc. Eh bien c'est pas la même chose. Donc la relation du corps à corps, du brain to brain, est quelque chose de très très extraordinaire, très mystérieux, qui passe notamment par le regard, par le fait que quand j'établis le regard avec vous, j'ai les émotions, etc. Et ça, il faut encore qu'on le comprenne. Voilà. C'est-à-dire que on a du mal encore à remplacer la vraie présence. Je pensais, là je pousse les choses On ne évidemment. peut pas encore aimer vraiment un avatar. Oui, mais vous savez, on pourrait retrouver les vieilles thèses de Berkeley sur l'immatérialisme, sur le solipsisme. Au fond, on ne sort jamais véritablement de son univers mental. Alors peut-être que la virtualité serait la confirmation. Au fond, on ne sort jamais de cet univers virtuel. Puis-je en sortir? Puis-je sortir de cette virtualité pour en juger? Non, je poserai plutôt la question à l'envers. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'une certaine façon de vivre et un certain nombre d'usages des artefacts risquent de tuer ce qui est fondamental en nous, qui est l'intersubjectivité. Vous savez, les enfants de Ceausescu, ces enfants qui ont été privés de contact avec leur mère ou avec leurs parents et qui avaient perdu complètement leur notion de leur identité. C'est des enfants à qui on avait dénié justement ce qui était le fondement de leur existence, qui est l'intersubjectivité. Donc, si vous voulez bien, je renverserai et c'est ça qui est aujourd'hui un des enjeux des mondes numériques, comme on dit, des big data, et qui vont faire qu'on va éventuellement vivre dans ce monde. Donc l'équilibre entre les deux est à maintenir. Et je crois que dans l'entraînement, dans l'éducation des enfants, quand Charpak a voulu réintégrer à l'enseignement de la physique le fait d'avoir la main à la pâte, il a cherché cet équilibre entre la théorie pure des équations de la physique et le corps à corps du sujet avec la matière,
en réintégrant ce contact. Et je pense que c'est ce que font certainement aussi les entraîneurs et les enseignants qui sont des professeurs dans le domaine du sport. Vous savez, rappelez-vous qu'Einstein disait je me promène à cheval sur mes photons. Et Poincaré disait percevoir un point dans l'espace, c'est imaginer le mouvement qu'on fait pour l'atteindre. Voilà. Donc c'est cet équilibre entre le vécu et la théorie qu'il est difficile de maintenir, mais qu'il faut maintenir. Vous dites la chose suivante, d'ailleurs, qui est une phrase qui résume un peu ce que vous avez dit, qui en tire un certain nombre de conséquences. Vous dites que l'imagerie médicale et motrice peut modifier le cerveau au même titre que l'expérience. Oui, oui, mais c'est ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire que l'exercice mental bien conduit, il faut faire attention parce que il peut être mal conduit, peut produire des modifications dans notre cerveau équivalentes ou complémentaires à l'exercice physique. Et là, effectivement, il faut faire très attention parce que, d'abord, il y a des charlatans qui, dans le monde aujourd'hui, ont des dérives. Deuxièmement, qu'on sait très bien, je pense, et je parle avec précaution puisque ça n'est pas mon métier, je crois savoir que dans le domaine du sport, où on fait dans un certain nombre de pratiques de l'entraînement mental, il y a une vigilance particulière des entraîneurs pour que cet entraînement mental ne fasse pas courir non plus des risques en étant trop éloigné du réel. Donc, il y a certainement des capacités par l'entraînement mental de produire des modifications du cerveau qui permettent d'être plus performants, disons, ou de réaliser des choses qu'on ne sait pas faire avant. Mais il faut aussi être extrêmement prudent. C'est un petit peu comme dans le reste de la vie, hein. Et on parle de cette interaction de l'homme et de la machine, on vient d'en parler. Est-ce que finalement, ça n'est pas simplement la prolongation d'autres formes d'interaction ou d'articulation, je ne sais pas, avec les livres, avec l'image au cinéma, avec le théâtre dont vous parliez tout à l'heure, ou ce qui se passe dans les stades. Au fond, est-ce que ça n'est pas, est-ce qu'à l'œuvre n'est pas un processus au fond assez analogue? L'articulation homme-machine et l'articulation avec les livres, la matérialité du livre. Finalement, il y a une interaction de l'homme et du livre, du spectacle. Non, c'est enfin, encore une fois, permettez-moi de changer un peu la formulation de la question. Le problème n'est pas de savoir si c'est un peu équivalent. Le problème, c'est de dire que c'est une des modalités que notre cerveau de primate et d'homme et l'acquis culturel, qu'il ne faut pas oublier, de notre histoire et du choc aussi des cultures, nous permet. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel je crois s'insère ou doit s'insérer le monde du sport, c'est l'extraordinaire ouverture, capacité, variété des interactions que nous pouvons avoir avec le monde et avec la nature. Le rapport entre l'homme et la nature. Et je pense que le sport est aussi une façon de retrouver ce lien. Nous avons assisté et nous assistons à un écart de plus en plus grand entre l'homme et ce qu'on appelle la nature, encore un sujet au singulier, disons les natures. Vous retrouvez Philippe Descola, votre ancien Mais collègue. Oui, bien sûr. Et Philippe Descola est un grand pionnier sur les relations particulières, en particulier entre les hommes et les animaux, enfin dans ses descriptions, mais aussi sur l'agentivité de l'image et tout ça. Donc nous réfléchissons là-dessus et il est à peu près clair que nous avons à réfléchir, mettre en cause même éventuellement, un certain nombre des modèles au sens cadre de pensée, économique, même écologique d'une certaine façon, une certaine approche de l'écologie, historique, énergétique, sur lesquels on pense aujourd'hui les rapports avec la nature.
Et là-dedans, il faut retrouver effectivement le sujet, l'homme, et mettre ça dans la perspective de l'évolution. Donc le problème n'est pas simplement les rapports avec les créatures artificielles, il est, de façon plus générale, notre insertion dans l'univers, Mais cette dans la capacité... galaxie. Dans la galaxie. Allez, Allons-y. allons-y. Mais Ah, vous savez, j'ai fait des expériences dans l'espace quand même. c'est vrai. Voilà, j'ai travaillé beaucoup avec les cosmonautes pour essayer de commencer cette aventure qui ne fait que commencer. La création, la capacité finalement à fabriquer des avatars, ça peut nous conduire à envisager une notion, vous allez me reprendre bien sûr, qui est la notion d'illusion. Alors illusion, encore un mot au singulier, mais est-ce que l'homme est-il un être qui se caractériserait par cette capacité à raconter des histoires, peut-être à se raconter des histoires Alors, j'ai une définition que j'avais déjà proposée dans le sens du mouvement, sur lequel j'ai pas beaucoup progressé, parce qu'un scientifique, quand il progresse à tout petit pas, n'est-ce pas? Et doit éviter de faire semblant de beaucoup progresser. L'humilité est la première des qualités. J'ai une distinction entre illusion et hallucination. Pour moi, l'illusion, c'est une solution. C'est-à-dire quand je vois un cube de Necker ou quand je vois dans le monde une situation ambiguë, car le monde est essentiellement constitué d'éléments ambigus. Nous passons notre temps à confondre. La nuit, on voit des rochers qui ressemblent à des hippopotames, etc. Enfin, notre cerveau doit prendre des décisions parce que nous devons agir dans le monde. Et donc l'illusion est souvent une solution que trouve le cerveau dans une situation ambiguë. L'hallucination est plus proche de ce que vous évoquez. Quand le grand mathématicien Laurent Schwartz, un an avant sa mort, est venu me voir dans mon bureau au Collège de France et m'a dit « Alain Berthoz, je viens vous voir parce que quand je regarde la télévision, je vois un hussard en habit debout à côté de la télévision. C'est une hallucination. » Et il m'a dit « Ça devrait vous intéresser. » Parce que c'est formidable de sa part. Grand mathématicien. Il m'a dit « Ça devrait vous intéresser parce que ça doit révéler quelque chose sur la capacité de création de mon cerveau. » C'est là ce dont vous parlez. Et c'est ça le cerveau émulateur. C'est pas seulement le cerveau simulateur qui simule des scénarios à partir des concepts qu'il a, des informations, c'est le cerveau qui invente des créatures. Il me disait aussi, moi je vais au boulevard Port-Royal, je vois une forêt d'arbres, etc. Et il construisait il suffit de voir le tableau de Jérôme Bosch, enfin bon. Donc oui, nous avons cette capacité particulière de créer des mondes. C'est pour ça que, si vous permettez, j'ai mis en sous-titre de mon livre « La vicariance » le cerveau créateur de monde. Parce que je crois qu'il s'est produit quand même, effectivement, dans l'évolution, ce phénomène tout particulier qui a été la duplication et la multiplication des aires, pas seulement pour le cortex préfrontal, mais aussi le cervelet, dans toutes les structures, qui permet ces reproductions. Raymond Ruyère parlait de la reproduction à l'infini. Vous savez, je peux avoir conscience que je suis là en train de parler, mais je peux aussi avoir conscience du fait que j'ai conscience d'être là en train de parler, ou je peux avoir conscience du fait que j'ai conscience d'avoir conscience du fait que je suis en train de parler. En abîme. En abîme, voilà. Oui, enfin, ça, c'est un outil bien sûr, dont on nous a fait cadeau. C'est vrai, mais la tradition philosophique, quand on parle d'illusion, le mot d'ailleurs, l'étymologie du mot, c'est ce qui se joue de nous, au sens propre du terme. Est-ce que l'illusion, c'est aussi ce qu'on doit déjouer? Est-ce que, pour vous, il y a également cette nécessité, cette vigilance de déjouer ce qui se joue de nous? Non. Je pense que dans les hiérarchies, je vais faire le physiologiste. À des moments où la machine. Wissenschaft. Il y a non, je pense que dans la hiérarchie des perceptions et du traitement des perceptions, il faut distinguer. Je pense que l'illusion peut être une solution dans une situation ambiguë. Évidemment, quand on voit un film de Méliès,
on peut dire que l'illusion, là, elle est provoquée. C'est pas simplement une situation ambiguë du monde. Mais dans une première étape, le cerveau doit résoudre le problème. Il ne supporte pas, parce qu'il projette sur le monde des hypothèses, il est là pour créer des actions, des actes, pour intervenir sur le monde, y survivre. Et puis ensuite, il y a effectivement des traitements de ces processus qui ne sont pas de bas niveau, mais qui sont fondamentaux, qui sont faits par les autres parties du cerveau, qui vont éventuellement regarder le sens de cette illusion. Ça peut avoir. Il y a un très joli petit livre qui vient de sortir de Lionel Nakache sur le signe, dans lequel il dit cette façon dont le cerveau va interpréter de façon très différente des signaux. Il donne par exemple l'exemple, puisque nous avions envie de parler de la pensée chinoise, il était étudiant à San Francisco et il a vu sur le sol écrit en majuscule P-E-D-X-I-N-G, Ped-Xing. Et il a dit, il y a beaucoup de Chinois ici, et donc ils ont dû mettre un message pour les Chinois. En réalité, ça voulait dire pedestrian crossing. Voilà une illusion qui est au deuxième degré, c'est-à-dire c'est l'interprétation cognitive qu'a fait le cerveau de cette ambiguïté et qui concernait donc la partie du cerveau qui est dans le sens, et le travail a été, comme vous le dites, de déjouer le jeu du signe. Voilà. Donc, mais je pense que ça correspond à des étages de notre fonctionnement cérébral successifs. Vous avez tout dit un instant que la question du transhumanisme, nous allions la passer. On peut quand même s'y arrêter une seconde, même si c'est peut-être pas une question qui... Non, mais on parlait de l'équipement des prothèses. Voilà. Dans le domaine du sport, la question se pose de savoir si on va équiper les sportifs, j'imagine, une multitude d'équipements, de capteurs sous la peau, partout. Voilà. Oui, la question du transhumanisme, c'est une question qui n'est pas non plus triviale. C'est une question qui se pose à la fois... Mais elle se pose à un niveau philosophique, oui. Elle ne se pose pas pour le scientifique. Bien sûr que si. Mais sûr. Elle se pose à un niveau philosophique pour le scientifique aussi. Oui, bien sûr. Et en quels termes? Mais sur le statut de l'homme naturel. Parce qu'il y a le isme aussi, c'est pas simplement le transhumain ou le posthumain, c'est peut-être un nouvel humanisme, enfin quelque chose qui remet en cause une certaine représentation de l'homme. Oui, vous savez, je suis maintenant en principe un vieil homme et j'ai connu dans ma vie, c'est l'âge où on commence à dire ça, beaucoup d'utilisation de mots en isme. Oui, mais néanmoins, le transhumanisme naîtrait à la conjonction de quoi? Des biotechnologies, de l'informatique, des neurosciences. Donc il y a quelque chose ici qui peut être un point obscur, qui n'est pas, sans doute, qui n'est pas très clair, néanmoins, qui est l'occasion de poser un certain nombre de questions, savoir est-ce que l'humain n'est pas à un moment crucial de son histoire? Moi, j'ai l'impression que c'est une question que les grands philosophes grecs se posaient déjà à l'époque. Oui, c'est vrai, Par mais... conséquent, je vous réponds. Non, mais il se posait la question du devenir. Non, je pense qu'à la Renaissance, la même question a été posée. Et donc, c'est une question qui se pose à chaque étape du développement de l'homme. Pas spécialement en ce moment. Elle se pose d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de parler. Je préfère, chacun d'entre nous préfère. C'est peut-être ma déformation de scientifique étroit. Je préfère parler du problème de l'homme bionique. Voilà une expression. C'est-à-dire des relations que nous avons entre notre corps de chair, comme disait Merleau-Ponty, la chair, et ce corps
fait d'artefacts, etc. Donc ça, c'est une façon plus modeste Et à nouveau frais. de poser les questions. Comment? Et je dis c'est une question nouvelle parce qu'elle ne se Oui, posait ni pour les ça- Grecs ni à la Renaissance. C'est pas simplement le devenir humain de l'homme. Ici c'est l'intervention de la science et de la technique, Oui. modifiant d'une certaine façon l'homme, enfin ou le devenir Oui, humain. mais vous savez, quand Galilée a inventé la lunette et que les marchands de Venise s'en sont emparés pour voir arriver de loin les bateaux et faire leur marché, euh, la vision de l'homme a changé aussi. Lorsque j'ai travaillé au collège avec une jeune étudiante qui avait fait un mémoire de DEA sur la radiographie. C'est avec elle que j'avais fait ce livre sur les leçons du Collège de France. Et elle avait fait ce mémoire parce qu'elle m'avait dit, moi ça m'intéresse parce que le fait d'inventer la radiographie, ça a changé complètement la vision de l'homme, la conception que l'homme avait de lui-même. C'est vrai. Donc nous sommes à chaque étape à se poser cette question. Et aujourd'hui, plus que jamais, peut-être à cause de l'accélération, n'est-ce pas, des technologies. On découvre aussi quand même que la capacité d'intervention de l'homme sur la nature et de l'homme sur lui-même a pris une ampleur qui n'est pas simplement analysée en termes de degrés peut-être, mais aussi en termes une sorte de saut qualitatif. C'est pour ça que nous avons ce petit groupe de travail qui, depuis 2 ans, essaye de réfléchir pour savoir si cette mutation est nouvelle, pas nouvelle, et si les grandes théories aujourd'hui sont adéquates. Vous voyez, c'est un peu arrogant, mais vous savez, un écrivain connu disait « Si on n'est pas socialiste à 20 ans, quand est-ce qu'on le sera ?» Et nous pensons que si on n'essaye pas de se poser des questions à 60 ans ou 70 ans, nouvelles, quand est-ce qu'on le fera? Voilà. Et la perspective qu'il y ait, par exemple, des compétitions sportives avec des cyborgs, pour vous, c'est dans la continuité oui, mais du corps si vous façonné? voulez, déjà, moi je travaille avec les roboticiens, en particulier humanoïdes, depuis maintenant une dizaine d'années. Le problème de créer des robots humanoïdes est un problème extrêmement intéressant. C'est pas seulement le golem, hein. C'est aussi parce que, par exemple, Bruno Maisonnier en France a monté Aldébaran, il a créé ce petit robot Nao. C'était d'ailleurs le premier grand robot humanoïde français qui a permis de rattraper les Japonais. Et les projets suivants, y compris ceux qui sont actuellement en route au niveau européen, pilotés par exemple avec Paolo Dario à Pise, qui est un grand roboticien, concernent le robot compagnon, c'est-à-dire la création d'un humanoïde qui va vraiment interagir avec les gens, avec des tas de problèmes intéressants. Par exemple, celui qui s'appelle de Uncanny Valley, c'est-à-dire le fait que plus il ressemble à nous, plus on est content, jusqu'au moment où il ressemble vraiment à nous, et à ce moment-là, on commence à être inquiet. Donc ce problème-là, il est aussi complété aujourd'hui par le fait qu'il y a des compétitions. La RoboCup, c'est-à-dire qu'il y a déjà des compétitions de football par des robots. Perspective du cibathlon. Oui, voilà. Donc il va y avoir effectivement des interactions intéressantes entre le monde de la compétition sportive par uniquement des hommes et des femmes et des enfants, et le monde de la compétition sportive par des créatures artificielles et peut-être l'hybridation, c'est-à-dire l'ensemble. Ben, c'est formidable. Il faut donner aux jeunes aujourd'hui l'occasion d'étudier ces problèmes-là. Et ce qu'il y a d'intéressant dans les neurosciences aujourd'hui, c'est que nous essayons de créer créationnisme dangereux. Je retire le mot. Nous essayons d'aider des jeunes qui sont intéressés par un chemin à l'interface. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeunes venus des STAPS, des sciences du sport,
des jeunes venus de l'ingénierie, de l'informatique, de la médecine, de la psychologie, de la philo, travaillent dans des équipes interdisciplinaires pour essayer de répondre à toutes les questions que vous avez posées en tenant compte de ces éléments. C'est pas facile, mais c'est extraordinairement intéressant. Oui, moi je pensais à la réflexion de Stephen Hawking quand il dit que l'humain risque d'être absorbé par l'intelligence artificielle, par les algorithmes, par le chiffre. Y a-t-il un catastrophisme là pour vous? Vous savez, moi, ma famille m'accuse d'être un optimiste invétéré. On entre là dans le domaine de l'optimisme ou du pessimisme, n'est-ce pas? Moi, ma famille et moi-même avons connu tellement de catastrophes que nous n'avons pas d'autre solution que d'espérer. Nous allons sauter un peu là, du coq à l'âne, mais c'est toujours dans le prolongement de notre réflexion, envisager la question de la simplexité. Oui. Alors, il faut penser la simplexité en la distinguant bien de la simplicité, mais peut-être aussi de la complexité. Alors, qu'est-ce que c'est que la simplexité? Pourquoi avoir forgé ce concept? Oui. Alors d'abord, je n'ai pas forgé le concept. J'ai cru le forger. Et quand mon livre était sous presse, j'ai découvert d'abord qu'il y avait... J'aurais dû le découvrir avant. J'ai découvert qu'il y avait un livre sur la simplexité fait par les designers américains. J'ai découvert que les géologues avaient utilisé ce terme pour tenir compte des lois de la géologie, parce que y a un mélange de lois générales et de diversité dans l'évolution de la planète. Et j'ai découvert par conséquent qu'il y avait en mathématiques le simplex, que le concept existait. Moi, je l'ai pris sous l'angle de la biologie, parce qu'en physiologie, en génétique aussi d'ailleurs, dans l'étude du vivant, nous découvrons que l'évolution, pour résoudre les problèmes des relations des organismes vivants avec le monde, le vivant a inventé des solutions qui ne sont pas simples, elles ne sont pas triviales, elles ne sont pas non plus complexes. Elles sont quelque part entre les deux. Ça veut dire quoi, entre les deux? Ça veut dire qu'il y a quelquefois des détours par des solutions apparemment complexes. Tout à l'heure, nous parlions du fait que le cerveau décompose le monde visuel, d'abord tout à fait à l'origine, au niveau des premiers relais sensoriels, on décompose le monde en forme, couleur, mouvement. Moi, je vous vois là comme un entier, mais les premiers neurones, c'est la forme, la couleur. On éclate le monde. Ensuite, il y a des voies multiples. C'est une complexité apparente, parce qu'après, il faut rassembler tout ça dans une unité. Sans ça, nous ne pourrons pas agir sur le monde. C'est un détour qui permet justement, c'est la modularité, qui permet justement de faire comme on le fait dans les usines, comme on le fait dans la société, de faire la division du travail. Donc, c'est un exemple magnifique de la simplexité. Il y a aussi l'inhibition, le principe qui consiste à ne pas toujours faire l'action par la simulation, mais éventuellement d'abord en empêchant, en créant des structures qui vont faire des gestes, des mouvements, des actions, et en les désinhibant. C'est aussi, par exemple, ce qu'on appelle dans nos domaines la réduction de dimensionnalité. C'est-à-dire le fait que le monde est plein d'éléments compliqués, que pour traiter tout ça, il faut des ordinateurs incroyables, mais qu'en réalité, les solutions qui ont été trouvées sont très simples. Par exemple, si je prends une balle et que je vous la lance, eh bien, pour l'éviter, vous pourriez calculer la distance entre la balle et mon bras, du bras au sol, du sol à vous, etc. Le temps que vous ayez fait ça, vous ne pourrez pas l'éviter. L'évolution nous a doté d'un petit module dans le cerveau, près du système visuel, qui mesure la surface de la balle, qui mesure la dilatation, qui fait le rapport entre les deux et qui mesure directement le temps jusqu'au contact. Combien de temps ça va prendre? C'est ce qui permet à l'oiseau, le goéland, qui doit fondre à 150 à l'heure sur le poisson qu'il a repéré, de retirer ses ailes pour ne pas les fracasser, juste à temps. S'il devait faire de la géométrie et faire des tas de calculs, il ne pourrait jamais le faire.
Donc, il y a des processus comme ça qui ont été découverts par l'évolution et qui nous permettent de résoudre des problèmes d'une façon rapide, efficace, avec toute une série de mécanismes. La vicariance est un des mécanismes qui permettent aussi d'ailleurs de faire tout ça avec élégance, ce que nous appelons l'élégance. Ce qui est aussi appelé par nos amis, par les Chinois, le wu wei, c'est-à-dire agir sans effort, donner l'impression qu'on agit sans effort, faire le geste qui apparemment est si léger et qui en réalité obéit à ses lois. Quand vous envisagez la simplicité, vous l'envisagez à travers un certain nombre d'autres concepts. Vous en avez parlé, l'inhibition, mais aussi la modularité, etc., le détour. Et les lois du mouvement naturel. Les lois du mouvement le fait naturel. que si je fais ça en ce moment, mon mouvement n'est pas du tout à vitesse constante, même si vous l'imaginez à vitesse constante. En réalité, je vais vite là où la courbure est faible et je vais lentement, je ralentis au virage. Cette loi, c'est une loi universelle qui vaut pour la main, pour le doigt, pour la langue, pour les yeux et pour quand je marche sur une plage. Ce sont des lois universelles qui ont été trouvées, qui sont ni simples ni complexes. Et aujourd'hui, il se trouve, je ne sais pas très bien pourquoi, mais ça révèle une crise, que je suis invité par des managers, par des communautés très, très variées, qui sont en face de cette complexité du monde et qui cherchent éventuellement des solutions pour essayer de réduire la complexité. Et donc, il y a aussi un très, très joli travail de coopération sur ce sujet. Et la simplicité qui enrichit aussi, par exemple, les réflexions sur le processus attentionnel. Comment penser ce processus attentionnel? Je ne parlerai pas de l'attention au singulier, vous n'aimez pas le singulier. Les processus attentionnels. Oui, mais vous savez qu'il y a une multitude de processus attentionnels. L'attention divisée, l'attention... voilà. Donc, nous avons aussi, comme pour la mémoire, comme pour la vision, au cours de l'évolution, il y a une division du travail des différents processus de l'attention. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'évolution a divisé la nécessité que nous avons de focaliser l'analyse que notre cerveau fait du monde dans différents aspects. En reprenant l'exemple du rugby, vous me pardonnez, mais c'est parce qu'en ce moment, ça m'intéresse, le fameux demi d'ouverture, là. C'est le 9, c'est ça, je crois. Eh bien, il est obligé de faire attention à la fois à l'endroit où est le ballon dans tout ce monde de talons, là, pour savoir où il va. En même temps, il est obligé de regarder où sont les gars qui sont autour du pack, donc dans l'espace qui est un peu plus large que Et en même temps, il est obligé de garder son attention ouverte sur l'ensemble du terrain. C'est-à-dire qu'il est il a une attention divisée, partagée, sur ces différents espaces d'action. Donc nous pensons actuellement, et c'est là-dessus que je travaille avec le mathématicien Daniel Benquin, que pour traiter ces différents espaces, le cerveau utilise des géométries différentes, des géométries non euclidiennes d'ailleurs, exactement comme quand on essaye de se rappeler soit son mouvement dans Paris, soit son mouvement, soit ses gestes ici. Donc l'attention divisée, c'est un exemple d'un processus qui est apparemment complexe, mais qui, par la division de ces modules dans le cerveau, qui traitent ces différents espaces, permet au demi de mêlée, éventuellement, de faire la bonne passe là où il faut, ou parfois, de ne pas passer la balle où il faut. Et inversement, est très intéressant aussi ce que Stanislas Dehaene appelle, je ne sais pas lui qui l'a baptisé d'ailleurs, les processus de cécité inattentionnelle. Oui, bien sûr, oui, puisque... mais ça, il fait référence. Il fait référence. À des travaux notamment de Kevin Horrigan et de nombreux chercheurs américains, mais aussi de Kevin Horrigan, psychologue français, qui est un très grand pionnier de cette question, sur le fait que nous prélevons très très peu des choses et des événements dans l'espace, ce qui rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le thalamus. Et Kevin avait fait comme
nos amis américains d'ailleurs, un très joli film dans lequel on voyait passer un singe et les gens ne s'apercevaient pas du singe qui passait. Mais il y a aussi d'autres processus qui sont extrêmement intéressants sur le fait que nous sommes capables éventuellement de complètement bloquer la perception du champ visuel. Donc là aussi, si vous voulez, on peut retourner l'argument. C'est-à-dire qu'on peut appeler ça un déficit attentionnel, c'est ça que vous avez... Cécité inintentionnelle. Cécité. Je crois que c'est le terme Voilà. qu'il utilise. Non, enfin, je Cécité. me trompe peut-être. Et moi, je retournerai volontiers l'argument, puisque vous m'en donnez l'occasion. La science est faite d'opinions différentes, en disant que c'est une remarquable invention de l'évolution de nous avoir permis d'éliminer un certain nombre d'éléments dans le monde qui ne sont pas pertinents par rapport à l'action qu'on veut faire. Et comme tous les mécanismes, et comme toutes les découvertes scientifiques, ce mécanisme peut être appelé un déficit ou peut être considéré comme un avantage. Mais si nous devions en permanence prendre en compte la totalité de ce qui se passe autour de nous, nous ne pourrions jamais agir. Donc, percevoir, agir, et c'est sans doute une des grandes qualités des grands sportifs, et c'est sans doute aussi une des grandes qualités qu'on apprend quand on est un jeune et qu'on pratique les sports, qui est précisément de devenir, je dirais, aveugle à ce qui n'est pas pertinent. Alors évidemment, en face de ça, il y a la pathologie. Moi, je travaille actuellement à l'Institut de la Vision sur les personnes qui ont ce qu'on appelle des rétinopathies pigmentaires, avec le professeur Safran dans l'Institut du professeur Sahel, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de vision périphérique, ce qui s'oppose aux personnes qui ont une dégénérescence maculaire et qui n'ont donc que la périphérie. Et on voit là à quel point le fait de ne pas pouvoir percevoir du tout le monde est un handicap. Mais là, la question, c'est le cerveau qui élimine. Ça, c'est très intéressant. Et vous concevez d'ailleurs la simplexité comme anticipation perceptive. Oui, mais c'est-à-dire que l'idée que l'évolution a construit ces processus apparemment complexes et que j'appelle simplexes, y compris ces déficits ou ces blocages de l'attention, sont presque toujours au service de l'efficacité, de la capacité de résoudre les problèmes de nos rapports avec l'environnement vite et de façon efficace. Parce qu'il faut aller vite. Pour survivre, c'est 150 millisecondes. Ce n'est pas le temps de notre conversation. Et vous avez même... J'espère qu'on va survivre quand même. Enfin. J'espère aussi. Bon. Inventé une sorte de mot-valise, la persaction. Oui, mais c'est un mot valise. Voilà, c'est ça, oui. Bien, vous l'avez dit, c'est un mot. C'est pour manifester le fait au sens de manifeste, pour manifester le fait qu'il n'est plus possible de distinguer perception et action. Il n'est plus possible de faire des laboratoires d'études de la vision, de la perception tactile, de l'audition seul. Et que aujourd'hui, le vrai défi, c'est finalement de changer de point de vue, de repartir des intentions du sujet, de l'acte voulu, et de comprendre comment le cerveau combine les informations sensorielles en fonction de ses projets, finalement, de ses plans. Et la découverte des neurones miroirs est un très bel exemple. On pourrait s'interroger aussi dans la simplexité sur la coopération des sens. Par exemple, les joueurs de tennis, comment le son et la vue peuvent se combiner. Ça, c'est une chose qui est peu connue et qui est intéressante à illustrer. Oui, mais là on revient... vous voyez, dans notre conversation, nous changeons, c'est merveilleux, mais on change de niveau d'explication, de niveau de complexité. Hein, on passe de mécanismes assez élémentaires à des mécanismes très, très complexes et culturels.
Et c'est tout à fait merveilleux. Là, donc je précise, nous revenons éventuellement à certains mécanismes simplexes trouvés par l'évolution qui permettent de mettre en relation des sens qui ne fonctionnent pas avec des échelles temporelles différentes. Alors, sans prendre l'exemple du tennis, prenons l'exemple de l'oiseau. Lorsque je vois un oiseau ou un chat qui fait miaou, par exemple, miaou. Si je fais ça devant vous, mais si je suis à 50 mètres, la vision à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire instantanément, vous dit que ma bouche a fait miaou. Mais il faut un certain temps, en raison de la vitesse du trajet sonore, qui est de quelques centaines de mètres par seconde, il faut un certain temps pour que le son arrive à votre oreille. Et il se trouve que l'évolution a permis, dans le jeu entre le colliculus inférieur, qui est cette partie du cerveau qui reçoit la carte des informations acoustiques, et le colliculus supérieur, qui est dans le fond du cerveau la carte qui reçoit les informations visuelles et qui est tellement utile pour Barthez et attraper les pénaltys. Entre ces deux structures, l'évolution a introduit un retard dans la transmission de l'information de la partie visuelle à la partie acoustique. Ce qui fait que les informations arrivent en même temps. C'est un peu ce que les ingénieurs font lorsqu'ils font des lignes à retard qui permettent justement dans le temps de faire que deux informations qui sont véhiculées à des vitesses différentes arrivent en même temps. C'est formidable. C'est-à-dire que l'évolution a créé des retards préprogrammés, en quelque sorte, qui permettent l'unité de nos perceptions. Ça fait partie des mécanismes simplexes aussi. C'est pas évident, c'est pas trivial, c'est pas très compliqué, puisqu'on peut le faire avec des mécanismes neuronaux finalement très subtils, mais qu'on peut comprendre. Et ça présente des avantages adaptatifs considérables. Non, c'est pas seulement des avantages adaptatifs, c'est-à-dire qu'on ne survit pas si on n'a pas ça. Les espèces qui n'ont pas fait ça ont disparu. On ne peut même pas les... Et les gens qui n'arrivent pas à faire ça sont malheureux, malades. Et il y a un certain nombre d'ailleurs de problèmes dans l'exécution des gestes, même complexes, comme ceux qu'on rencontre dans le sport, dans la capture de balles, de trajectoires, etc., qui impliquent cette mise en conjonction temporelle et spatiale, etc., et qualitative des éléments. D'ailleurs, il y a une autre dimension qu'on n'a pas évoquée du tout, parce qu'on reste très géomètre, c'est l'aspect émotif des odeurs, par exemple. Dans un certain nombre de cas, l'odeur intervient et les mécanismes là sont très lents. Et puis il y a aussi ces vitesses, ces transmissions des vitesses différenciées. C'est un exemple que vous donnez entre le pied et le cervelet, entre le cou et le cervelet. Oui, 1,80 m d'un côté, 15 cm de l'autre. Oui, on est vraiment là dans la physiologie spinale, mais c'est intéressant pour la motricité dans le contexte de cette maison. Lorsque je tape en même temps sur le cou, et sur la cheville, en même temps, normalement, si la vitesse de conduction le long des nerfs était la même, je n'arriverai jamais à savoir qu'on m'a tapé en même temps sur le cou et sur la cheville, puisque l'information de la cheville arriverait plus tard. Donc j'entendrai pic-pic dans mon cervelet, là. Et il se trouve que l'évolution a fait que la vitesse de transmission des nerfs du cou est plus lente que la vitesse de transmission des nerfs de la jambe jusqu'au cerveau. Ce qui fait que les deux informations arrivent en même temps. Et là aussi, c'est sans doute pas une invention comme ça faite un jour au concours Lépine. C'est, disons, le hasard et la nécessité, je cite de bons auteurs, c'est l'évolution qui, par son jeu, a fait que certaines espèces pouvaient, parfois peut-être par des incidents, arriver à avoir ces propriétés. Vous dites que le geste, je vous cite,
est une manifestation de la simplexité parce qu'il est un résumé immédiatement compréhensible d'une réalité complexe. Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure que tous nos gestes sont soumis à des lois de mouvement. Ces lois de mouvement, on ne les comprend pas complètement encore leur origine. Certains de nos collègues, nous l'avions discuté il y a 10 ans, disent que ce sont des lois de minimisation d'énergie. Moi, je travaille actuellement avec des mathématiciens à partir de l'idée qu'en réalité, ce sont des expressions d'une production de ces gestes par des géométries non euclidiennes qui intègrent aussi les forces, etc. Mais quelle que soit la raison, il y a donc des lois du mouvement naturel qui permettent aussi de le reconnaître. Et nous savons aussi que si je dessine comme font les calligraphes, il suffit d'aller à l'Institut du monde arabe aujourd'hui pour voir ces merveilleuses calligraphies. Si je dessine une calligraphie sur un papier et que ensuite je la regarde, dans mon cerveau sont activées les mêmes structures que celles qui sont activées s'il y avait un point en mouvement le long de cette calligraphie. Parce que cette calligraphie a été faite par un geste. Autrement dit, il y a une unité extraordinaire entre la production d'un mouvement, la création de la forme du geste et la perception même de l'image. Et c'est ce sur quoi jouent un certain nombre d'artistes. Donc, ce produit final qui est le geste, il est effectivement le résultat d'une coopération et compétition, mais d'une coopération finalement d'une multitude de mécanismes apparus au cours de l'évolution, y compris d'ailleurs ces réseaux dans notre cerveau qui sont des modèles internes de nos muscles, des membres, etc. C'est-à-dire par modèle interne, je le rappelle, on entend des réseaux de neurones qui, quand on met à l'entrée un signal, à la sortie sortent un autre signal, comme s'ils avaient été transformés par un bras qui est lourd, etc. Et nous avons montré dans l'espace, avec les cosmonautes, que ces modèles internes reproduisent aussi, ça c'est le jeu qui permet à l'enfant d'acquérir, les lois de la gravité. Il y a de l'évidence dans un geste, hein, courir, marcher. Oui. En quoi cela relève-t-il de la simplexité? Car c'est, au fond, la simplexité, si j'ose dire, en acte. C'est ce que j'ai mal expliqué encore. Qu'est-ce que c'est que l'évidence? Encore un beau mot singulier. L'évidence, c'est de nous paraître naturel, par exemple, c'est-à-dire de nous paraître créé par un organisme vivant par rapport à un organisme artificiel. Hein. Les robots, voilà ce qu'ils font en ce moment. Hein. Parce que d'ailleurs, ils ne reproduisent pas les lois du mouvement naturel. Donc, il n'y a pas d'évidence dans leur mouvement. Donc, ce qui nous paraît évident, d'une certaine façon, c'est aussi, au fond, ce qui a obéi à ces lois simplexes dont l'évolution nous a fait cadeau. À partir de cette réflexion sur la simplexité, qu'on peut relier à la notion d'espace, c'est Einstein c'est vous qui le citez d'ailleurs, qui définit l'espace comme la quintessence des prolongements d'un corps. Ça veut dire quoi? Que l'espace peut être conçu comme le support de nos configurations d'action? Je crois que c'est une intuition comme celle qu'a eue Poincaré. Quand Poincaré, dans La science et l'hypothèse et dans ses livres, a tellement insisté sur le fait que la notion d'espace, notion au singulier qu'il faut bien sûr complètement réviser, comme l'a fait d'ailleurs magnifiquement Coiré dans ses livres, que la notion d'espace est profondément liée à notre corps en acte. Et pas seulement par l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais aussi par le fait qu'il dit que il dit par exemple les souris japonaises n'ont de l'espace qu'une notion 2D parce qu'elles n'ont que 2 canaux semi-circulaires dans l'oreille interne. Ou bien il dit la notion d'espace, il écrit, la notion d'espace est liée à nos gestes, à nos parades.
Donc il y a chez ces grands mathématiciens cette intuition que, au fond, les espaces sont toujours d'une certaine façon des espaces d'action et que l'espace est une abstraction créée par notre cerveau. En particulier, Poincaré a une proposition sur laquelle je travaille avec Daniel Benquin et sur lequel d'ailleurs Kevin O'Regan a travaillé aussi avec le mathématicien Noé, à savoir qu'une partie de la notion d'espace est liée précisément à une ambiguïté, c'est-à-dire au fait que si je vois un objet qui se déforme dans le monde, imaginez une bouteille, pour ne pas prendre un objet symétrique comme une balle. Si je vois cet objet se déformer, mon cerveau peut interpréter cette déformation de deux façons. Ou bien c'est parce que cet objet s'est déplacé et que je le vois de point de vue... Je ne parle pas de la bouteille une vraie bouteille qui ne se déforme pas, hein, un objet rigide. Si elle change de forme, soit elle a bougé, soit c'est moi qui ai bougé. Et Poincaré a insisté beaucoup sur cette idée géniale qu'au fond, une partie de notre abstraction de l'espace vient de cette ambiguïté fondamentale qui est d'avoir à décider dans la relation entre les objets et nous, et dans ces déformations qui impliquent l'espace, qu'est-ce qui est dû à notre propre mouvement et au mouvement du monde autour de nous. Et il y a aujourd'hui une réflexion qui intéresse aussi bien la physiologie, parce que on travaille au fond beaucoup sur l'espace avec des concepts qu'on a appris à l'école. Notre école nous apprend que l'espace, c'est des coordonnées cartésiennes, X, Y, voilà. Ça, c'est l'espace. Ou bien, dans ce studio, c'est la dimension. Alors qu'en réalité, sans doute, les espaces sont des constructions de notre cerveau dans lesquelles le corps, le mouvement, intervient énormément. Et c'est un peu ça l'intuition de grands génies comme Einstein, ou même de grands artistes comme Léonard de Vinci, par exemple. Si on lit avec attention sa peinture et ses descriptions de relations entre son intérêt pour les corps et les muscles et l'anatomie, pas seulement comme espace d'anatomie, mais aussi comme, en quelque sorte, modèle de l'espace perçu. Alors, en guise de conclusion, vous venez de parler des intuitions d'Einstein et de Léonard de Vinci. On pourrait peut-être justement aborder cette notion, encore un singulier, l'intuition, on se méfiera, l'intuition qui n'a pas très bonne presse, au fond, dans notre tradition, elle n'est pas très valorisée. D'ailleurs, les femmes sont intuitives, les hommes sont des êtres rationnels. Non, c'est ce qu'on dit, je n'en crois pas un mot, bien sûr. Je ne laisserai pas cette observation sans commentaire. Vous avez raison. Mais on peut s'arrêter à cette notion d'intuition. Quelle place occupe l'intuition ou les phénomènes ou les processus intuitifs dans votre travail? Je vous remercie de cette question parce que l'intuition est le sujet sur lequel j'aurais aimé faire un cours au Collège de France. Puisqu'au Collège de France, nous devions, puisque je ne fais plus de cours, nous devons traiter des sujets sur lesquels nous ne savons pas grand-chose et qui nous paraissent intéressants et complexes. Donc, l'intuition, c'est un très beau concept qui est effectivement, malheureusement, encore un des concepts tout singuliers et qui recèle sans doute un ensemble de processus, de facultés apparus au cours de l'évolution. Je crois que à peu près tout ce que nous avons discuté et toutes les questions que vous avez bien voulu me poser sont pertinentes et ont quelque chose à voir avec cette question de l'intuition. Parce que lorsque un juge dit que dans un jugement criminel, avec 2500 pages de lois, de règles, finalement, il a pris sa décision à partir de ses viscères, ses gut feeling en anglais. Quand on a parlé du réel, quand on a parlé de l'action, de l'inhibition, du faire, nous avons parlé des différents étages
de l'imagination, de ce qui compose finalement une intuition. Et donc, il faut faire très attention, comme pour l'empathie, comme pour la décision, de ne pas caricaturer ces grands concepts dont tout le monde sait qu'ils sont en fait très, très complexes. Alors, les hommes et les femmes. Il y a de grandes différences entre le cerveau des hommes et les femmes. C'est un sujet difficile parce que il est souvent aussi dénaturé. En ce qui concerne l'espace, moi je travaille beaucoup sur cette question, sur la navigation. C'est intéressant aussi dans le domaine du sport à cause de la gestion des espaces. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ces questions, pas seulement pour l'espace intercorporel comme pour l'escrime ou en basket, etc., mais aussi pour des jeux qui impliquent la navigation, hein, les jeux d'orientation dans l'espace. Il y a de très grandes différences entre la façon dont le cerveau des femmes et des hommes travaillent. Les femmes préfèrent, je l'ai dit, la description séquentielle, souvent. Les hommes préfèrent souvent d'emblée une description cartographique. Les femmes, par contre, peuvent prendre en compte dans l'espace beaucoup mieux que nous, les hommes, des aspects multiples, une multitude de tâches à faire ou d'éléments, etc. Bon. Donc il y a des différences anatomiques. Et puis il y a entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne l'espace, des différences importantes sur en ce qui concerne les estrogènes et la testostérone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même activité spatiale chez une femme à différents moments du mois, du cycle menstruel, elles ne répondent pas de la même façon. C'est parce que les estrogènes qui influent sur les différentes parties du cerveau qui sont impliquées dans le traitement de l'espace, jouent à 2 degrés divers. Et chez nous, les hommes, c'est le matin et le soir, et l'été et l'hiver, et dans les fluctuations de la testostérone. Et autrement dit, il y a des différences qui ne sont pas seulement anatomiques, physiologiques, mais aussi dans ces grands principes modulateurs. Voilà. Donc, je crois que avoir répondu à ce défi, il faut éviter de caricaturer cette immense notion d'intuition, tout en reconnaissant le fait que souvent, nous arrivons à résoudre des problèmes, à trouver des solutions, comme l'a fait Poincaré avec les équations différentielles, ou comme nous le faisons, d'une façon soudaine. Et moi, j'ai donné l'exemple du fait que je pouvais résoudre le problème de l'intersection d'un hyperboloïde et d'un paraboloïde quand j'étais en taupe, pas du tout comme faisaient mes copains qui écrivaient des équations, parce que j'étais nul en maths, mais avec des points cycliques qui me permettaient de résoudre le problème très rapidement, parce que j'utilisais ce qu'on peut appeler une intuition, mais qui en fait était au fond un processus vicariant, c'est-à-dire une aptitude que j'avais de résoudre un problème, pas forcément de la façon dont il est posé. Et je pense qu'une partie de ce qu'on appelle intuition, c'est aussi la capacité de découvrir quelque chose par soudainement la capacité, comme le montrent mes amis de psychologie de l'enfant, par exemple l'école d'Olivier Houdet ici à Paris, d'inhiber des stratégies cognitives que nous avons l'habitude d'employer pour tout d'un coup, par cette inhibition de l'habitude, laisser naître une autre solution dont notre cerveau créateur peut à ce moment-là faire plein emploi. Lorsque vous étiez élève en classe préparatoire, ce n'était pas la voie royale que d'utiliser cette démarche. Dans le sport non plus. Le sport qui est totalement obnubilé par le rendement, la compétition, les résultats chiffrés au millième de seconde, l'intuition n'a peut-être pas la place qu'elle devrait avoir. Ah, moi je ne crois pas ça. Je crois justement que dans le dernier 10e de milliseconde, ce qui fait la différence, c'est justement l'émergence soudaine, peut-être, pour certains, dans certains cas, il faut être prudent, de quelque chose qui vient et qui n'était ni prévu, ni programmé, mais qui permet justement la botte de Nevers, là, ou sa nouvelle variation, son invention. Voilà, peut-être. Mais ça, c'est aux sportifs de parler, pas à moi, le physiologiste. Alors, on a abordé
un certain nombre de notions, la décision, la complexité, tout ça sont des singuliers que maintenant nous avons compris qu'il faut mettre au pluriel. Comment vous articulez cela avec des considérations de type éthique? Est-ce que c'est simplement un supplément d'âme, si j'ose dire, ou bien ça trouve assez naturellement sa place dans votre travail? Non, moi je ne travaille pas spécifiquement sur ce qui est aujourd'hui un domaine important des neurosciences, qui est les neurosciences de l'éthique. Il y a des... Donc je ne fais pas d'expérimentation là-dessus, mais c'est un sujet sur lequel Jean-Pierre Changeux a d'ailleurs fait un livre sur ces questions. Il y a des travaux dans lesquels on utilise des paradigmes spécifiques. Par exemple, j'aime bien en citer un, vous êtes dans une cave, il y a la guerre, les soldats ennemis vont passer, vous avez un bébé, la maman a un bébé dans les bras, ce bébé commence à pleurer, elle a le choix, ou bien elle étouffe son bébé, et à ce moment-là, elle sauve les 20 personnes avec elle, ou bien elle laisse crier son bébé, et tout le monde est mort, etc. Et ce sont des questions qui sont apparemment surprenantes. On n'imagine pas les gens des neurosciences commencer à utiliser un paradigme comme ça. Eh bien si. Et il y a des résultats intéressants qui montrent dans ces prises de décision, même si elles ne peuvent pas être vécues, heureusement, des illustrations du rôle de certaines des parties du cerveau qui sont justement les arbitres et qui sont d'ailleurs toutes situées dans la partie frontale ou préfrontale du cerveau. Donc l'éthique aujourd'hui, c'est un des chapitres des neurosciences et c'est aussi bien sûr un des sujets que nous avons abordés à l'Institut d'études avancées de Paris avec Itzhak Fried et Greti Myrdal, la directrice, sur ce sujet de comprendre ces comportements de ces gens qui tuent des gens. Donc, ça fait partie de ça et c'est aussi, d'ailleurs, étudié dans des cas moins dramatiques sur l'intervention de l'éthique dans des activités sportives, même scientifiques, puisque vous savez que nous sommes soumis à un comité d'éthique, y compris quand on expose des sujets à des expérimentations qui ne sont pas a priori dramatiques, mais qui peuvent changer le fonctionnement de leur cerveau. Ma dernière question, à deux volets. Comment mettre nos capacités prédictives au service de la paix? Et le deuxième volet de cette question, quelle est la part qui reviendrait au sport en particulier dans cette capacité à mettre nos capacités prédictives au service de la paix? Vous savez, je crois que ma génération a vraiment su apprécier, peut-être moins que la génération de nos parents, mais nous avons quand même su apprécier l'importance de votre question. Et mon souci est de savoir si mes enfants, qui sont plus des enfants d'ailleurs aujourd'hui, savent à quel point votre question est importante. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en paix et de pouvoir avoir des débats scientifiques, politiques, sur des questions même qui nous divisent, mais la paix. Donc votre question, elle est sérieuse, elle est trop sérieuse pour que nous l'abordions complètement maintenant. Il se trouve que je m'intéresse à la question des droits de l'homme. Je m'intéresse en particulier à un sujet particulier qui est celui de la façon dont on peut transformer des enfants en fanatiques dans une période de leur vie qui est comprise entre 7-8 ans et 13-14 ans, qui est l'âge où, depuis très longtemps dans l'histoire, on a capturé des enfants, et on le fait encore, on l'a fait en Ouganda, etc., pour en faire des tueurs, des fanatiques, etc. Et je pense qu'il y a là une période critique, biologique, cognitive, pour acquérir la pluralité de points de vue. La pluralité de points de vue. C'est aussi ce que fait le numéro 9, là. Il doit avoir une pluralité de points de vue. Mais là, il s'agit de la pluralité de points de vue et d'opinions morales, la tolérance. Donc, vous voyez, c'est des sujets qui sont liés
On change d'espace. Bien. Donc, je m'intéresse à ça pour essayer d'obtenir une protection internationale de ces enfants au titre des droits de l'homme. Voilà un exemple d'un sujet. Avec des acquis, il y a des acquis scientifiques non, qui alors, sont... pour le moment, oui. et c'est ça le sujet, puisque là, on est dans la fin de notre entrevue, donc on peut regarder aussi ce qui peut être étudié pour l'avenir, si vous voulez. Et là, c'est un sujet extraordinairement difficile qui va demander d'aborder les questions que nous avons discutées autour de cette question pour prouver qu'il s'agit bien d'une période critique, parce que l'idée, c'est que si c'est une période critique, à ce moment-là, il est très difficile de les faire changer d'avis après. Bon. C'est un exemple de sujet d'interface. J'en ai évoqué plusieurs autres. Est-ce que ces questions d'éthique sont importantes aussi dans les relations avec le sport? Ça n'est pas à moi de le dire. Je pense qu'il appartient aux sportifs, aux entraîneurs, aux gens qui consacrent leur vie à ce monde, de décider des rapports entre le sport et ces questions de la vie des hommes entre eux. D'autant plus qu'on sait que le sport, dans l'histoire, a pu être utilisé par des idéologies d'un côté ou de l'autre, et ça va continuer. Mais là-dessus, si vous voulez bien, ça va être donc le moment où peut-être venu pour que je devienne silencieux, puisque ça n'est pas à moi de trancher cette question, bien qu'elle soit fondamentale.